Dans la précédente chronique, je vous ai conduit de la course mythique de Philippides au refroidissement cérébral du chien. Cette nouvelle chronique démarre avec le double regard du dieu Janus et elle nous conduira au double visage du vieillissement cellulaire. C'est donc le dieu Janus, le dieu du commencement de toute chose, qui est chargé d'introduire cette nouvelle chronique. Janus est un dieu essentiel de la mythologie romaine, évoqué notamment dans les Fastes, une œuvre écrite vers l'an 15 après Jésus-Christ par le poète latin Ovide. Cette œuvre poétique, qui mêle la mythologie, l'histoire et la philosophie, porte sur le calendrier romain et les fêtes religieuses qui l'accompagnent. Dans les Fastes, Ovide nous parle notamment du dieu Janus en ces termes lyriques. Dieu à double visage, écrit Ovide. C'est toi, Janus, qui permet à l'année de démarrer. C'est toi qui, sans tourner la tête, est capable de regarder ce que nul autre Dieu ne peut voir. Dis-nous donc pourquoi tu es le seul Dieu capable de voir en même temps ce qui est devant et derrière toi. Et Ovide a soudain une vision où Janus lui apparaît, tenant dans sa main droite un bâton destiné à montrer la route aux voyageurs et dans sa main gauche une clé destinée à ouvrir toutes les portes. Et Janus répond à Ovide. Tout ce que mes yeux embrassent, dit Janus, les cieux, l'océan, les nuages et la terre, c'est à ma main qu'il est donné de les fermer et de les ouvrir. C'est à moi qu'on a confié la garde de cet univers immense. Je suis le portier des habitations des dieux et de celles des hommes. Et comme toute porte a deux faces, je possède moi aussi un double regard. J'ai ainsi les yeux tournés à la fois vers l'Orient et vers l'Occident, car de peur qu'en tournant la tête, je perde des moments précieux, il m'a été donné de voir sans bouger, en même temps, devant et derrière moi. Et avant d'invoquer tout autre Dieu, c'est à moi, Janus, que tu dois présenter en premier tes offrandes, afin que le gardien des célestes demeures que je suis puisse ménager à tes prières un accès facile vers chaque divinité. Je suis le Dieu des commencements et des fins. Je suis l'ouvreur et le fermeur. Je suis le gardien des portes et des clés. Je suis l'éternel passeur du monde. Le dieu Janus occupe donc une place capitale dans la religion romaine. Lorsque les Romains veulent invoquer leur dieu, ils commencent toujours par s'adresser à Janus, avant même de prier Jupiter, qui est pourtant le dieu des dieux. Le nom de Janus vient du mot porte qui se dit Janua en latin, parce que Janus est le dieu des portes, celui qui préside en fait à toutes les transitions. Il est d'une part le dieu des transitions dans l'espace. En effet, il veille sur le seuil de la maison, protégeant les entrées et les sorties de ses habitants. Il veille aussi aux transitions entre la paix et la guerre, et ainsi
au moment d'une guerre, Janus accompagne les troupes romaines lorsqu'elles quittent leur cité, puis, au moment où la paix est restaurée, Janus les raccompagne vers la ville qu'ils ont quittée. Et ainsi, lorsque Rome est en guerre, le temple de Janus à Rome va rester grand ouvert pour bien montrer que Janus est parti sur les champs de bataille afin d'aider les soldats romains. Puis, dès que la paix est rétablie, Janus réintègre son temple que les Romains referment afin que leur dieu Janus ne puisse plus s'éloigner et qu'il maintienne ainsi son action protectrice sur la cité. Janus assure aussi le passage du monde des hommes à celui des dieux, et nous avons vu que c'est toujours à lui que les Romains s'adressent au début de leur prière rituelle. Janus est d'autre part le dieu des transitions dans le temps. Il veille ainsi sur la naissance, qui est le passage du néant à la vie. Il est aussi le dieu du matin et celui qui ouvre l'année. Le premier mois de l'année porte d'ailleurs son nom, Januarus, ou janvier. Et la fête romaine, en l'honneur de Janus, a lieu en effet le jour du Nouvel An. Et pour que l'année soit prospère, les Romains s'offrent ce jour-là des figues, des dattes et du miel, ainsi que des pièces de monnaie en cuivre marquées de la double tête du dieu Janus. Ces cadeaux s'appellent des strenais, qui a donné le terme d'étrenne qu'on emploie aujourd'hui à l'occasion du Nouvel An. Le dieu Janus, en latin Janus bifrons ou Janus à deux têtes, est donc le plus souvent représenté avec un double visage qui lui permet de voir à la fois derrière et devant lui, une double face qui lui permet d'être en même temps tourné vers le passé et projeté vers l'avenir. Et dans cette chronique, nous allons voir qu'une destinée des cellules, appelée la sénescence cellulaire, présente, tout comme le dieu Janus, une double face. Pour aborder le phénomène de sénescence cellulaire, revenons sur les expériences conduites par Hayflick au début des années 1960 et dont je vous ai déjà parlé dans ma 10e chronique. Hayflick travaille sur des cultures de cellules humaines. Ces cellules, prélevées chez l'homme, sont maintenues en vie dans un milieu de culture contenant des nutriments et des facteurs de croissance. Hayflick mène cette étude sur des cellules somatiques, c'est-à-dire sur des cellules non sexuelles. Et les cellules étudiées par Hayflick sont des cellules normales et non pas des cellules cancéreuses. Hayflick va notamment mettre en culture des fibroblastes prélevés dans le derme d'un embryon humain ou d'un jeune enfant. Et il constate que ces fibroblastes se divisent une 50aine de fois en culture, et cette phase de croissance exponentielle de la population fibroblastique dure environ 5 mois. Puis, les fibroblastes stoppent leur division et la courbe de croissance de la population fibroblastique atteint donc un plateau. Après une 50aine de divisions successives, les fibroblastes sont entrés dans une phase stable et irréversible d'arrêt de la prolifération cellulaire. Ils ont atteint un état cellulaire spécifique qu'Hayflick va appeler la sénescence cellulaire et qui correspond à un vieillissement de la cellule. Le terme sénescence vient du latin senex qui signifie vieux, âgé. Cet état de sénescence décrit à l'origine dans les fibroblastes humains
a été observée ensuite dans divers types de cellules humaines. La sénescence cellulaire observée par Hayflick est qualifiée de sénescence réplicative parce que les cellules sénescentes ne se répliquent plus, c'est-à-dire qu'elles ne se divisent plus. Les cellules devenues sénescentes ont franchi une limite appelée la limite de Hayflick, un peu comme si les cellules venaient de franchir une porte qui les conduit à la sénescence. Avant de franchir cette porte, les cellules sont en phase de jeunesse et capables de division. Mais après avoir franchi cette porte, elles deviennent sénescentes et incapables de se diviser. Les cellules sont en quelque sorte devenues vieilles et stériles. Et le franchissement de cette porte nous rappelle le dieu Janus, le gardien des portes du ciel et de la terre, le dieu de toutes les transitions. Notons bien que la sénescence cellulaire n'est pas un état de mort cellulaire, mais elle constitue une destinée bien spécifique de la cellule. Les cellules sénescentes présentent en effet de nombreux changements, à la fois morphologiques et fonctionnels. On peut considérer que les cellules sénescentes sont en fait entièrement reprogrammées. Les cellules sénescentes sont morphologiquement différentes des cellules en phase de prolifération. Ainsi, les fibroblastes sénescents observés ici sont beaucoup plus grands et beaucoup plus étalés sur le support de culture que les fibroblastes en phase de prolifération. Les fibroblastes sénescents contiennent aussi dans leur cytoplasme de nombreuses vacuoles et agrégats de molécules non dégradables qui sont indiqués par les flèches noires. Ce schéma vous présente les trois grandes phases du processus de sénescence. Lors de la phase initiale de la sénescence, la cellule va sortir du cycle cellulaire et elle ne peut donc plus se diviser. Puis, lors de la phase précoce de la sénescence, apparaissent des modifications morphologiques telles que la vacuolisation du cytoplasme et l'aplatissement et donc l'élargissement de la cellule. Dans le noyau, d'importants réarrangements de la chromatine se produisent. La lamine B est une protéine qui permet normalement la fixation de l'ADN à la membrane nucléaire interne. Et lors de la sénescence cellulaire, l'expression de la lamine B diminue, entraînant des modifications progressives de l'architecture de la chromatine et apparaissent alors dans le noyau des foyers d'hétérochromatine. Les changements de la chromatine associés à la sénescence cellulaire jouent un rôle essentiel dans l'établissement et l'irréversibilité de l'état de sénescence. Dans le réticulum endoplasmique des cellules sénescentes, la quantité de protéines ayant une conformation anormale augmente, plaçant les cellules sénescentes dans une situation dite de stress du réticulum endoplasmique. L'activité lysosomale et l'activité autophagique de la cellule sénescente sont augmentées. L'autophagie est un processus intracellulaire de dégradation d'éléments tels que des organites endommagés ou bien des protéines mal repliées, ce qui permet un recyclage des éléments défectueux de la cellule. Mais certains éléments de la cellule sénescente ne peuvent être dégradés et s'accumulent dans des lysosomes. Dans mes 6e et 7e chroniques, je vous ai présenté le processus d'apoptose, qui est une forme de mort cellulaire programmée. Les cellules sénescentes deviennent résistantes à l'apoptose, notamment en surexprimant des gènes qui codent des protéines anti-apoptotiques de la famille BCL2. Dans les cellules sénescentes,
certains gènes spécifiques s'expriment alors que d'autres sont réprimés. Le sécrétome d'une cellule est l'ensemble des molécules que cette cellule sécrète. Et le sécrétome de la cellule sénescente va se trouver modifié. Ce sécrétome spécifique de la cellule sénescente est appelé le SASP pour phénotype sécréteur associé à la sénescence. Les cellules sénescentes vont ainsi libérer des cytokines, des chimiokines, des facteurs de croissance et des protéases des matrices extracellulaires. Et ce sécrétome spécifique de la cellule sénescente va jouer un rôle important dans la réponse inflammatoire, dans le remodelage des matrices extracellulaires et dans le maintien de l'état sénescent. La phase tardive de la sénescence se manifeste lorsque la cellule sénescente persiste, et dans ce cas, les modifications morphologiques et chromatiniennes s'accentuent et la nature du SASP évolue, favorisant l'inflammation chronique. Et cette inflammation maintenue va exercer des effets nocifs sur lesquels nous reviendrons dans un instant. Nous avons vu dans la 10e chronique que la sénescence réplicative est le résultat au cours des cycles cellulaires successifs d'une érosion progressive des télomères. Les télomères sont les extrémités spécialisées des chromosomes. Les télomères et les protéines qui leur sont associées remplissent une fonction vitale dans le maintien de l'intégrité structurale des chromosomes, notamment en empêchant les associations et les fusions bout à bout des chromosomes. L'ADN du noyau des cellules eucaryotes est organisé en molécules linéaires. Et lors de la réplication de l'ADN, la réplication des extrémités des molécules d'ADN est incomplète, entraînant alors un raccourcissement inévitable des télomères à chaque division cellulaire. Mais dans certaines cellules eucaryotes, les télomères sont synthétisés par une transcriptase inverse particulière appelée la télomérase. Dans certaines cellules somatiques telles que les fibroblastes, du fait de l'absence d'activité télomérase, les télomères sont progressivement érodés au cours des divisions cellulaires successives. Pour les cellules somatiques, la longueur des télomères constitue donc une sorte d'horloge mitotique qui décompte le nombre de générations cellulaires. Une longueur minimale critique du télomère va déclencher un signal d'arrêt du cycle cellulaire. La cellule franchit alors la limite de Hayflick et elle entre en sénescence réplicative. Mais si l'on fait artificiellement exprimer la télomérase dans des fibroblastes, ces cellules ne pourront plus entrer en sénescence réplicative parce que la longueur de leur télomère sera stabilisée par l'activité de la télomérase. Les cellules germinales et les cellules cancéreuses expriment la télomérase et maintiennent donc la longueur de leur télomère au cours de leurs divisions successives, ce qui leur permet d'échapper à la sénescence réplicative. Mais la diminution de la longueur des télomères n'est pas le seul mécanisme qui conduit à la sénescence cellulaire. En effet, la sénescence peut être induite prématurément et indépendamment d'un raccourcissement des télomères par une variété de stress. Cette sénescence est appelée la sénescence prématurée induite par le stress. Parmi ces stress, on peut citer le stress oxydant ou les stress
génotoxiques, comme ceux qui sont induits par la chimiothérapie et la radiothérapie anticancéreuse ou bien par les ultraviolets. Les oncogènes sont des gènes qui favorisent le développement de tumeurs, alors que les anti-oncogènes sont au contraire des gènes suppresseurs de tumeurs. Et l'activation de certains oncogènes ou l'inhibition de certains anti-oncogènes peut induire une sénescence appelée la sénescence induite par les oncogènes. Dans tous ces contextes de sénescence, l'ADN va présenter des lésions irréversibles, conduisant à bloquer le cycle cellulaire et empêchant donc les cellules sénescentes de proliférer. La sénescence participe au développement et à la survie de l'organisme. C'est la première facette de la sénescence que nous allons voir. En effet, la sénescence induite par des signaux développementaux va intervenir dès le début de notre vie. Et ainsi, au cours de la formation du placenta, une sénescence transitoire favorise l'implantation de l'embryon. Puis, la sénescence va jouer un rôle dans le développement de l'embryon. Et tout au long de la vie, les cellules sénescentes vont exercer un effet préventif sur le développement des cancers. En effet, la survenue dans une cellule de modification génétique précancéreuse provoque le plus souvent la sénescence de cette cellule, l'empêchant ainsi de donner naissance à des descendants qui présenteraient les mêmes altérations génétiques. Et ainsi, la sénescence a une fonction de suppression de tumeurs, en bloquant la prolifération des cellules précancéreuses. Mais nous avons vu que la sénescence des cellules ne se traduit pas uniquement par une perte de leur capacité à se diviser. En effet, le sécrétome spécifique de la cellule sénescente, ou le SASP, exerce dans l'organisme des effets qui sont au départ bénéfiques, car en cas de lésion dans un corps jeune, des cellules affluent vers la zone lésée et deviennent sénescentes. Le sécrétome de ces cellules sénescentes favorise alors la réparation et la cicatrisation. Notons que le phénomène de sénescence peut être contagieux parce que certains composants de ce sécrétome ont la capacité de déclencher ou de renforcer la sénescence de cellules voisines. Cette contagion de la sénescence peut aussi se faire par contact entre cellules. Les cellules sénescentes peuvent par conséquent exercer aussi des effets antitumoraux en induisant localement la sénescence de cellules précancéreuses. Des molécules de ce sécrétome spécifique peuvent aussi exercer un effet attractif sur les cellules du système immunitaire qui reconnaissent alors les cellules sénescentes et les détruisent. Mais à mesure que le vieillissement altère les fonctions du système immunitaire, la capacité qu'a le système immunitaire d'éliminer les cellules sénescentes diminue, provoquant ainsi l'accumulation de cellules sénescentes. Et ainsi, le nombre de cellules sénescentes augmente avec l'âge dans la quasi-totalité des tissus et des organes. Et cette accumulation de cellules sénescentes, à mesure que le corps prend de l'âge, peut exercer, cette fois, des effets nocifs. C'est la seconde facette de la sénescence qui apparaît alors et qui, au lieu de protéger l'organisme, va au contraire le mettre en danger. En effet, dans l'organisme vieillissant, l'accumulation de cellules sénescentes entraîne une libération persistante de molécules pro-inflammatoires et cette inflammation chronique peut provoquer la désorganisation des tissus et des organes dans lesquels résident les cellules sénescentes, conduisant à des pathologies liées à l'âge comme par exemple l'athérosclérose ou l'arthrose. Et certains aspects de la sénescence comme l'inflammation ou bien la sécrétion de facteurs
de remodelage des matrices extracellulaires peuvent également favoriser le développement de cancer. En 2016, une étude américaine publiée dans Nature va montrer pour la première fois le lien causal qui existe entre la sénescence cellulaire et le vieillissement de l'organisme. Cette étude est réalisée par Darren Baker, Jan Vandersen et leurs collaborateurs. Ces chercheurs ont créé des lignées de souris transgéniques en introduisant artificiellement dans des cellules œufs de souris un gène qui va rendre les cellules sénescentes sensibles à un composé synthétique appelé l'AP20187 et que je nommerai plus simplement l'AP. En présence d'AP, les cellules sénescentes de ces souris transgéniques déclenchent leur autodestruction par un processus d'apoptose mettant en jeu l'activation de la caspase 8. Et ainsi, à chaque fois que ces chercheurs administrent l'AP aux souris transgéniques, une grande partie de leurs cellules sénescentes meurent par apoptose. Ces chercheurs vont administrer l'AP à des souris transgéniques âgées de 1 an, c'est-à-dire des souris qui ont parcouru à peu près la moitié de leur vie. L'AP va être administrée à ces souris transgéniques 2 fois par semaine pendant le restant de leur vie. Et on va comparer les souris transgéniques ayant reçu l'AP à ce même type de souris transgéniques mais n'ayant pas reçu d'AP. Les chercheurs observent alors que le traitement par l'AP va permettre aux souris de vivre plus longtemps jeunes, avec une activité et une mobilité accrues. Ce traitement par l'AP retarde aussi l'apparition de nombreux symptômes du vieillissement. Il ralentit par exemple le vieillissement du cœur et des reins et il retarde le développement de pathologies oculaires telles que la cataracte. Ce traitement par l'AP diminue aussi la survenue de cancer et il allonge la durée de vie de ces souris. Mais le revers de la médaille est que ce traitement induit aussi un retard dans le processus de cicatrisation, lequel survient cependant normalement si le traitement par l'AP est interrompu. Cette étude révèle donc pour la première fois que la destruction de cellules sénescentes dans le corps de souris permet de ralentir leur vieillissement. L'accumulation de cellules sénescentes dans le corps contribue donc au vieillissement global de l'organisme et au développement des maladies qui sont liées à l'âge. Mais cette étude est conduite sur des souris transgéniques dont un gène supplémentaire a été artificiellement introduit. Pourrait-on essayer de détruire aussi des cellules sénescentes, non pas dans une souris transgénique, mais dans une souris normale? Et une réponse va être apportée dans une étude publiée en 2017 dans Cell. Cette étude est animée par Peter De Keyser et elle implique 20 autres chercheurs. Des travaux antérieurs ont montré que les facteurs qui induisent la sénescence, tels que l'érosion des télomères, des stress ou des modifications précancéreuses, peuvent provoquer une réponse plus radicale encore de la cellule en entraînant une autodestruction de la cellule par le processus d'apoptose. Et Peter De Keyser et ses collaborateurs découvrent que dans les cellules sénescentes, des mécanismes déclencheurs de l'apoptose sont prêts à se mettre en route. Mais des mécanismes répresseurs de l'apoptose s'opposent au déclenchement de cette apoptose. La protéine FOXO4 et la protéine P53 sont des facteurs de transcription qui interviennent dans diverses voies de signalisation qui contrôlent notamment
le cycle cellulaire, l'apoptose et la sénescence. Ces chercheurs montrent que FOXO4 peut interagir directement avec la protéine P53. Et FOXO4 peut favoriser la sénescence en interagissant directement avec la P53 à l'intérieur du noyau. Par contre, si la P53 est libérée de son interaction avec FOXO4, elle passe alors du noyau au cytoplasme et elle va induire l'apoptose. Selon les travaux de ces chercheurs, la cellule sénescente est donc prête à s'autodétruire par apoptose, mais la présence de la protéine FOXO4 dans son noyau réprime en permanence le déclenchement de son apoptose en fixant directement la protéine P53. Dans la cellule sénescente, c'est donc l'interaction FOXO4-P53 qui empêche la protéine P53 d'exercer son effet apoptotique. Ces chercheurs décident alors de concevoir une substance qui cible spécifiquement l'interaction entre FOXO4 et P53. Et ils produisent ainsi un peptide modifié nommé FOXO4-DRI. Ce peptide est capable, lorsqu'il entre dans la cellule, d'entrer en concurrence avec FOXO4 pour la liaison avec la protéine P53. Ce peptide permet ainsi d'empêcher FOXO4 de retenir la protéine P53 dans le noyau. Et sous l'action de ce peptide, la protéine P53 sort du noyau et entraîne l'activation de caspases, mettant ainsi en route le processus d'apoptose qui conduit la cellule sénescente à son autodestruction. L'effet de ce peptide est donc de permettre à la cellule sénescente de relâcher le frein qu'elle exerce normalement sur le déclenchement de son autodestruction. Les chercheurs disposent ainsi d'un peptide capable de détruire spécifiquement les cellules sénescentes de souris en entraînant leur apoptose. Et ce peptide présente l'avantage de ne pas exercer d'effet détectable sur les cellules qui ne sont pas sénescentes. Les souris sur lesquelles ces chercheurs vont tester l'effet de ce peptide sont des souris normales, âgées de 2 ans, ce qui équivaut à peu près à 75 ans chez l'homme. Ces souris sont donc très âgées et elles manifestent de très nombreux symptômes du vieillissement, dont la perte des poils, des lésions importantes au niveau de leurs reins et une forte diminution de leurs activités motrices. Les chercheurs vont administrer ce peptide à un lot de souris âgées de 2 ans qui vont comparer à des souris témoins ayant le même âge mais ne recevant pas ce peptide. Les souris traitées pendant 1 mois par ce peptide ont rajeuni. Leurs poils ont repoussé et leur fourrure a retrouvé une apparence jeune. Les lésions de leurs reins ont disparu et en observant leur course spontanée dans une roue, on note une augmentation significative de leur activité motrice. Il s'agit ici de la première étude qui montre qu'il est possible chez la souris, en éliminant les cellules sénescentes, non seulement de retarder la survenue du vieillissement, mais aussi de faire disparaître des effets néfastes du vieillissement. Il est donc possible de rajeunir une souris par l'utilisation de molécules capables de détruire sélectivement les cellules sénescentes. Et l'on appellera sénolytiques les molécules qui permettent de détruire les cellules sénescentes. Dans une autre étude menée par des chercheurs américains et publiée en 2018 dans Nature Medicine, des souris âgées de 20 mois
reçoivent une combinaison de 2 sénolytiques pendant 4 mois à raison de 2 doses par semaine. Et les résultats obtenus présentés ici montrent que leur performance physique mesurée à 24 mois sont améliorées de façon significative. Et si l'on applique ce même traitement à des souris âgées au départ de 24 mois et que l'on atteint leur mort naturelle tout en mesurant régulièrement leur performance motrice, on observe là aussi une nette amélioration de leur performance physique, mais aussi un allongement sensible de leur longévité. La présence des cellules sénescentes et l'activité de ces cellules favorise donc le vieillissement de l'organisme. L'accumulation des cellules sénescentes entraîne, chez les sujets âgés ou atteints de certaines pathologies, le dysfonctionnement des tissus dans lesquels ces cellules sont présentes. Et l'on peut penser qu'un traitement destiné à éliminer nos propres cellules sénescentes nous permettrait de rajeunir, de limiter les pathologies liées à l'âge et finalement d'accroître notre longévité. Maîtriser la sénescence cellulaire peut aussi nous offrir de nouvelles stratégies pour combattre le cancer. Ainsi, l'induction préalable de la sénescence suivie de la destruction de cellules sénescentes peuvent constituer les 2 étapes successives d'une thérapie anticancéreuse. En effet, aux doses classiques, les chimiothérapies et les radiothérapies anticancéreuses agissent en induisant la mort des cellules cancéreuses et donc en provoquant une régression de la tumeur. Mais malheureusement, ces thérapies ont aussi des effets secondaires. Par contre, à dose plus faible, ces mêmes thérapies vont induire non plus la mort des cellules cancéreuses, mais la sénescence des cellules cancéreuses. Et ces thérapies anticancéreuses à faible dose peuvent donc constituer une première étape dans le traitement d'un cancer. Cette première étape ne permet pas d'éliminer les cellules cancéreuses, mais elle va limiter la croissance tumorale. Et comme il s'agit d'une thérapie à faible dose, elle générera moins d'effets secondaires que ces mêmes thérapies utilisées classiquement à plus forte dose. Néanmoins, les cellules cancéreuses sont dans ce cas toujours présentes, bien que sous forme sénescente, et le cancer peut récidiver. Une stratégie pour éviter cette récidive est d'ajouter ensuite une seconde étape de traitement en utilisant cette fois des sénolytiques capables de tuer spécifiquement les cellules sénescentes, y compris de tuer les cellules cancéreuses sénescentes. Comme le dieu Janus, la sénescence cellulaire a un double visage. Le premier de ces visages est avenant et bénéfique parce que la sénescence cellulaire intervient dans le développement, parce qu'elle favorise la cicatrisation et parce qu'elle s'érige en barrière contre le cancer. Mais le second visage de la sénescence cellulaire est plus sournois, sombre et maléfique, parce que la sénescence cellulaire peut être défavorable à notre survie lorsque nous vieillissons. En effet, la sénescence cellulaire épuise le potentiel de prolifération de nos cellules souches. Et l'accumulation de cellules sénescentes dans les tissus et l'inflammation que ces cellules sénescentes déclenchent par leur sécrétome présentent un véritable danger pour les cellules voisines, pouvant provoquer diverses pathologies liées à l'âge, comme l'athérosclérose,
ou l'arthrose, ou encore le cancer. Des thérapies visant à détruire les cellules sénescentes par l'utilisation de sénolytiques pourraient donc permettre de diminuer les effets néfastes du vieillissement. Mais en raison de l'ambivalence de la sénescence, combattre le vieillissement en détruisant nos cellules sénescentes pourrait aussi conduire à augmenter le risque de développer des cancers. Pour tenir compte du double visage de la sénescence cellulaire, on pourrait peut-être détruire les cellules sénescentes dans un organe précis, par exemple dans une articulation malade, laissant ainsi la possibilité à d'autres cellules sénescentes présentes ailleurs dans l'organisme d'exprimer leurs propriétés bénéfiques. Les sénolytiques nous permettront peut-être un jour d'allonger notre espérance de vie en bonne santé et de poursuivre plus longtemps notre voyage à travers le temps. Mais il faut espérer que de tels traitements anti-âge puissent être partagés par tous et non pas réservés seulement aux plus fortunés. Janus, le dieu qui préside à tous les commencements, m'a permis d'ouvrir cette chronique. Mais Janus est aussi le dieu de la fin de toute chose et laissons donc lui le soin maintenant de refermer cette chronique. Et comme Janus, regardant à la fois derrière et devant lui, jetons déjà un bref coup d'œil vers la prochaine chronique dans laquelle je vous conduirai de la fin tragique de la cité de Pompéi à la découverte d'oasis de vie au fond des océans.